Merci, Monsieur le Président. Honorable assistance, à mon tour, je tiens à remercier le comité d'organisation de l'association de m'avoir invité à participer à leur 7e édition. Donc, et je remercie le laboratoire Technimed pour le sponsoring de cette session. Comme vous savez, l'hypertension artérielle constitue un véritable problème de santé publique dont la prévalence à l'échelon national ne cesse d'augmenter. Et c'est l'occasion de vous parler un petit peu des recommandations qui viennent d'être actualisées lors de l'ESC de 2024. Je rappelle que samedi dernier, nous avons célébré la journée mondiale contre l'hypertension artérielle. Et bien sûr, les statistiques sont de plus en plus inquiétantes parce que, comme vous savez, la prévalence de l'hypertension artérielle depuis les années 90 aux années 2009, elle va augmenter et encore augmenter dans toutes les formes. Donc, la forme artérielle qui est contrôlée ou bien carrément les hypertensions artérielles qui sont diagnostiquées mais qui restent incontrôlées à l'échelon mondial dans les différents continents. Alors, qu'en est-il de l'échelon national? Donc, au Maroc, il faut savoir que l'hypertension artérielle constitue le principal facteur de risque de mortalité en premier plan. Elle vient en premier plan avant le diabète, avant l'obésité et avant les autres facteurs de risque. Donc, c'est vraiment très alarmant. L'hypertension artérielle, elle est vraiment très, très fréquente. À côté donc de la mortalité, si on voit un petit peu la fréquence de l'hypertension artérielle, on voit très bien que le nombre de patients atteints d'hypertension artérielle, il est très, très important parce que comme vous voyez ici, c'est un nombre très important. C'est en deuxième position après l'obésité et l'hypercholestérolémie et les autres facteurs. Et qu'il faut savoir que l'hypertension artérielle, elle constitue un véritable facteur de risque parce qu'elle seule, elle multiplie par 5 le risque d'infarctus de myocarde et le risque d'accident vasculaire cérébral. Alors, quel est l'impact de l'hypertension artérielle ou bien la pression artérielle élevée dans la survenue des événements cardiovasculaires majeurs? Il faut savoir que même l'entité de pression artérielle élevée, c'est-à-dire 130, 139 de systolique et 85 de diastolique, elle constitue un véritable facteur de survenue de complications cardiovasculaires. Et il y a aussi ce qu'on appelle une relation linéaire entre l'hypertension artérielle et le risque de survenue d'accident vasculaire cérébral parce que l'augmentation des chiffres tensionnels, elle est à l'origine des complications et particulièrement l'accident vasculaire cérébral. Alors, que disent les recommandations? Il faut savoir que les recommandations de la prise en charge de l'hypertension artérielle, ils ont changé. Parce qu'en 2024, l'année dernière, déjà, la définition, elle a changé des guidelines de la prise en charge de l'hypertension artérielle au mot guidelines de prise en charge de la pression artérielle élevée et hypertension artérielle. Donc, ce qui sort dans ces recommandations, c'est la nouvelle entité qui est pression artérielle élevée et qui est définie par une systolique de 120-139 mm de mercure et diastolique 78 et 89 mm de mercure. Donc ça, c'est une nouvelle entité qui sort dans ces recommandations. Alors, la classification, comme vous savez, il y a toujours l'entité hypertension artérielle, c'est-à-dire comme définition pression artérielle supérieure à 140/90. Et comme vous savez, il y a la tension artérielle normale, c'est-à-dire moins de 120/70. Mais cette nouvelle entité qui est nouvelle, c'est la pression artérielle élevée, c'est-à-dire une systolique de 120/139 de systolique et 70/89 de diastolique. Alors, pourquoi cette nouvelle entité, elle sort dans les recommandations? Parce qu'un certain nombre d'études ont démontré que, à partir d'une population saine, dans une population danoise, ils ont pris un nombre de patients qui ont cette pression artérielle élevée et qui ont évalué après 10 ans, ils ont trouvé qu'il y a une mortalité cardiovasculaire prématurée chez ce profil de patients qui ont une pression artérielle élevée. D'où cette nouvelle définition, cette nouvelle entité qu'il faut aussi prendre en considération et gérer. Alors, les recommandations, ils mettent le point sur la mesure. Quand on dit classe 1, avec niveau de preuve B, c'est-à-dire recommandé et prouvé par des essais cliniques.
Donc, il faut mesurer la pression artérielle par un appareil qui doit être valide et adapté avec un appareil qui doit être validé. Et c'est là la définition. Donc, il faut mesurer la tension artérielle par un appareil qui doit être valide. Vous avez soit l'appareil électronique avec un brassard adapté. L'appareil du poignet, il n'est pas fiable. Il peut vous donner des faux mesures. La mesure chez le médecin et l'automesure et voir la MAPA. Alors, les recommandations, ils mettent le point sur l'automesure. Donc, il ne faut pas se fier à la mesure au cabinet parce qu'il peut y avoir des faux positifs, effet blouse blanche, hypotension orthostatique, des pics hypertensifs en rapport avec l'état stress et des sujets neurotoniques. Donc, les recommandations, ils mettent le point sur l'automesure qu'il faut encourager. Donc, vos patients hypertendus doivent être rodés, éduqués sur l'automesure à domicile pour vous donner les chiffres exacts et pour éviter l'HTA masqué ou les autres formes qui sont fausses. Et bien sûr, dans le suivi, parce que votre patient va être suivi, vous allez le mettre sous traitement antihypertenseur et donc vous allez le suivre automatiquement, vous allez l'encourager à prendre des mesures à domicile et les ramener avec lui pour voir si vous êtes aux objectifs tensionnels sous traitement médical. Alors, la pression artérielle élevée ou hypertension artérielle, il faut savoir qu'il y a plusieurs facteurs incriminés. Donc, il y a des facteurs environnementaux, des facteurs hormonaux, des facteurs en rapport avec le patient, des facteurs socio-économiques, des facteurs génétiques. Alors, tous ces facteurs, donc, mode de vie, donc, tous ces facteurs-là sont incriminés et sont responsables de cette pression artérielle élevée ou hypertension artérielle, d'où l'intérêt donc de prévenir ces facteurs de survenue d'hypertension artérielle. Et si elle est là, déjà installée, donc le traitement antihypertenseur est imposé. Alors pourquoi prévenir et traiter l'hypertension artérielle? Parce qu'il y a des objectifs, notamment il faut améliorer la qualité de vie de vos patients. Il faut bien sûr réduire l'atteinte d'organes cibles. Vous savez que l'hypertension artérielle est responsable d'atteintes d'organes cibles, notamment l'atteinte oculaire, la rétinopathie hypertensive, l'atteinte cérébrale, l'accident vasculaire cérébral, l'atteinte cardiaque, l'hypertrophie ventriculaire et la dysfonction diastolique, parfois systolique, l'atteinte rénale, la maladie rénale, donc la néphropathie hypertensive, l'atteinte vasculaire, donc la rigidité artérielle, donc l'athérosclérose artérielle, et bien sûr donc l'atteinte microcirculatoire, donc les micro-vaisseaux qui sont aussi atteints par cette hypertension artérielle. Et bien sûr, quand vous allez traiter, vous allez prévenir la survenue des complications, notamment les accidents vasculaires cérébraux, la maladie rénale et la maladie vasculaire et l'infarctus de myocarde. Et tout ceci va être à l'origine d'une prévention de mortalité précoce et il faut intervenir de façon optimale. Il y a la prise en charge pharmacologique et non pharmacologique qu'on va voir tout à l'heure. Alors, ce qui sort aussi dans les recommandations, c'est l'estimation ou l'évaluation du risque cardiovasculaire, parce qu'on a trouvé que les patients hypertendus, et quel que soit le grade de l'hypertension artérielle, de la forme élevée, la grade 1 au grade 2 ou grade 3, vous avez un risque cardiovasculaire qui est associé, et donc ces recommandations imposent l'estimation et le calcul du risque cardiovasculaire parce que les patients qui sont à haut risque cardiovasculaire bénéficient plus de la baisse des chiffres tensionnels et c'est ce qui montre sur cette méta-analyse qui montre qu'il y a une protection de survenue des complications quand on agit sur la pression artérielle chez les profils de patients qui ont un risque cardiovasculaire élevé. Alors le risque cardiovasculaire, il est codifié, bien déterminé avec des étapes. Alors, la première étape, vous allez évaluer les maladies cardiovasculaires, bien sûr, à haut risque. Vous allez prédire le risque cardiovasculaire à 10 ans. Et quand on dit prédire le risque cardiovasculaire, on a des scores qu'on va voir. Et une fois le score, il est établi, soit que votre patient, il est à moins de 5%, entre 5 et 10% et au-delà de 10%. Vous allez évaluer les spécificités qui sont liées au sexe et aux modifications du risque. Et comme étape quatrième, vous allez considérer des tests, des compléments paracliniques, donc des investigations en fonction du risque cardiovasculaire. Alors, c'est quoi le score de risque? Alors, le score 2 ou le score 2OP, c'est un score qui est établi par
les recommandations européennes de la prévention en 2021. Alors, ce score-là, il se base sur la région géographique. Quand vous voyez, le Maroc, il est en rouge. On est classé en rouge à haut risque cardiovasculaire. Donc, ce score, il n'est pas adapté à notre population parce que on doit avoir des registres nationaux pour donner vraiment si on est à haut risque ou pas. Et puis, vous avez le pays, donc la géographie, le sexe homme ou femme, l'âge des patients, la pression artérielle systolique, le cholestérol total et le HDL. Et vous mesurez le score de votre patient. Alors, soit que le score de votre patient, il est à moins de 5%, et donc votre patient, il n'est pas à risque, donc il faut corriger les facteurs de risque et les mesures hygiéno-diététiques, soit que votre patient, il est au-delà de 10%, et là, il faut agir de façon plus intense, c'est-à-dire mesures hygiéno-diététiques, surveillance de la tension et sinon traitement médical, ou bien votre patient, il est entre 5 et 10% de score 2, et là, vous avez la considération, comme on vient de dire, en rapport avec le sexe et les modificateurs, des modificateurs et considérer des fois des tests en fonction de votre orientation. Alors, devant un patient hypertendu, donc que vous avez diagnostiqué, il faut bien sûr demander un bilan de retentissement. Alors, le bilan donc recommandé, c'est mesurer la glycémie à jeun et l'hémoglobine glyquée si la glycémie est élevée. Dosage, donc un bilan lipidique, notamment cholestérol total, LDL, HDL et triglycérides. Le ionogramme sodium, potassium, hémoglobine, hématocrite et la TSH. Et la fonction rénale, c'est très important, le dosage de la créatinine sérique et le débit de filtration glomérulaire et le rapport ACR. Et bien sûr, un électrocardiogramme, 12 dérivations, à la recherche donc d'anomalies cavitaires, hypertrophie auriculaire, ventriculaire, parfois des troubles de rythme. Alors, quels sont les objectifs tensionnels? Les recommandations de l'ESC recommandent comme objectif 120-129 mm de mercure. On n'est plus sur les 130-80, on n'est plus à moins de 140-90, on est actuellement à 120-129 comme objectif tensionnel chez vos patients. Donc, il faut être plus intensif pour être à cet objectif chez vos patients hypertendus. Alors, comment on va agir? Bien sûr, les mesures hygiéno-diététiques sont primordiales dans la prise en charge de vos patients. D'abord, l'activité physique. L'activité physique, il est recommandé 150 minutes par semaine en exercice aérobie. L'alimentation, bien sûr, une alimentation équilibrée, riche en fruits et en légumes, un régime méditerranéen. Le poids, les recommandations mettent le point sur l'IMC qui doit être entre 20 et 25 kg par mètre carré. L'apport sodique, il est réduit à 2 grammes par jour et la consommation d'alcool est réduite à 100 grammes par semaine. Ça, c'est nouveau dans les recommandations. Un autre élément aussi qui sort, c'est les patients qui souffrent d'une hypertension artérielle, mais sans insuffisance rénale et qui présentent un apport élevé en sodium. Il est conseillé d'augmenter l'apport en potassium à 0,5 à 1 g par jour, et ceci à travers une étude qui a été publiée dans le NEJM, qui me parle de l'effet du sodium, plutôt du sel potassique en association avec le potassium dans la réduction des événements cardiovasculaires. Cette étude, elle a montré qu'un sel potassique, il est bénéfique qu'un sel normal dans la réduction des événements cardiovasculaires. Il y a aussi la réduction de la consommation des sucres. Ces sucres sont vraiment très limités, et aussi les patients qui ont de la pression artérielle élevée et qui ont un risque cardiovasculaire faible à moyen, il faut réduire la pression artérielle. C'est-à-dire, vous avez un patient qui a cette entité de pression artérielle élevée, mais son risque, il est faible, c'est-à-dire un score 2 qui est moins de 5%. Les mesures hygiéno-diététiques s'imposent chez votre patient. S'il n'est pas aux objectifs, le traitement vient indiquer. Alors, les nouvelles recommandations sont claires sur cette entité qui est pression artérielle élevée à risque cardiovasculaire élevé, je dis bien risque cardiovasculaire élevé, au-delà de 10% de score 2. Les mesures hygiéno-diététiques s'imposent. Donc, tout ce qu'on a dit, activité physique, réduction de sel, IMC correct. Si votre patient n'est pas aux objectifs, un traitement médical s'impose pour
baisser encore ce chiffre tensionnel parce que l'objectif n'est plus 130 sur 80, il faut baisser à 120, 129 de pression systolique. Et bien sûr, un patient qui est d'emblée hypertendu que vous avez posé comme diagnostic, quel que soit le risque cardiovasculaire, que ce soit un risque faible, modéré ou élevé, il faut traiter la tension artérielle. Donc, il faut traiter cette hypertension artérielle de façon systématique. Alors, d'autres éléments qui sortent dans les recommandations, c'est le traitement médical. On n'est plus sur des thérapeutiques classiques, on est sur une double association à faible dose. Puis, une triple association à faible dose si le patient n'est pas aux objectifs. Et si le patient il a la pression artérielle élevée, donc, c'est-à-dire cette entité, il faut envisager une monothérapie initiale si la pression reste supérieure à 130 de systolique. Ça, c'est très important. Un patient qui présente une pression artérielle élevée, une monothérapie s'impose. Alors, si la monothérapie initiale, donc, pour les patients hypertendus, présente une fragilité modérée ou sévère, c'est-à-dire patients âgés qui ont de l'hypotension orthostatique, ils sont âgés de plus de 85 ans, la monothérapie reste adaptée à ce profil de patients qui sont fragiles. Et bien sûr, on doit être aux objectifs qui est de 120-129 mm de mercure dans les 3 mois. Et si mon patient, donc, est sous traitement, mais qui reste mal toléré, et qu'il est possible d'atteindre une pression de 120-129, il faut envisager une pression artérielle aussi basse que raisonnablement possible. C'est-à-dire, si le traitement il est mal toléré, si le patient fait des malaises ou des hypotensions associées au traitement, parce qu'on doit être aux objectifs, on peut baisser, mais de façon raisonnable, sans trop altérer l'état général des patients. Alors, les recommandations sont claires. Regardez en haut, à droite. La monothérapie, elle est préférée chez les patients à pression artérielle élevée, c'est-à-dire entre 120, 139 de systolique et 70, 89 de diastolique. Sujet âgé, fragile. Sujet avec hypotension orthostatique et sujet au-delà de 85 ans, vous avez une monothérapie de préférence. Mais en général, une hypertension artérielle, vous devez cibler une organoprotection. Et là, les recommandations mettent le point sur un inhibiteur du système rénine-angiotensine-aldostérone, c'est-à-dire vous devez mettre un IEC ou un ARA2 en association avec un inhibiteur calcique et ou un diurétique, c'est en classe 1, c'est-à-dire une bithérapie faible dose. Si le patient il est aux objectifs, c'est bon, on maintient le même traitement. Si le patient n'est pas aux objectifs, on doit augmenter la dose de cette association, voire une trithérapie, c'est-à-dire si mon patient est déjà sous un IEC ou ARA2 plus un inhibiteur calcique, je vais ajouter un diurétique pour être aux objectifs. Si mon patient n'est pas encore aux objectifs, il faut maximaliser la dose, c'est-à-dire la trithérapie forte dose, elle s'impose. Et si mon patient n'est pas encore aux objectifs, il faut penser à une hypertension artérielle résistante. Et là, soit on va ajouter de la spironolactone, soit qu'on va le référer à un centre d'HTA pour plus d'exploration et d'investigation. Et aussi, il faut voir si vraiment le patient adhère au traitement médical. Et comme vous voyez dans toutes ces différentes étapes, le bêta-bloquant, il est aussi antihypertenseur. Vous pouvez le mettre à toutes les étapes de traitement de votre patient. Et il y a particulièrement des profils à qui on doit mettre le bêta-bloquant. C'est les coronariens, les insuffisants cardiaques, les patients qui ont des troubles du rythme associés. Le bêta-bloquant, il a une double action. Il est antihypertenseur et un effet sur le rythme cardiaque. Alors, d'autres éléments sont aussi dans les recommandations, c'est les sujets âgés et fragiles. Un sujet âgé et non fragile, vous le traitez comme un sujet jeune, comme sujet normal, c'est-à-dire la bithérapie ou la trithérapie sans problème. Et bien sûr, vous devez dépister la fragilité chez vos patients et envisager un seuil de pression artérielle et des objectifs plus souples dans des cas fragiles au sujet au-delà de 85 ans. Il faut bien sûr les surveiller de près parce qu'ils risquent de faire de l'hypotension orthostatique. Donc, le traitement doit être adapté en fonction du profil du patient. Et bien sûr, un patient âgé fragile, vous devez avoir une préférence à des molécules
notamment un inhibiteur calcique ou un antihypertenseur à action prolongée et parfois un diurétique à faible dose. Et bien sûr, si le patient va baisser la tension avec la fragilité, il faut envisager le traitement parce que vous allez entraîner des effets secondaires. Alors, qu'en est-il de l'hypertension artérielle résistante? Alors, quand le patient ne répond pas à la trithérapie, donc la définition, c'est une hypertension qui résiste au traitement médical sous trithérapie dont un diurétique. Donc, il faut penser à ajouter de la spironolactone. Si la spironolactone n'est pas efficace, il faut envisager l'éplérénol, mais nous, on n'a pas l'éplérénol au Maroc, on a uniquement la spironolactone. Et si les minéralocorticoïdes, notamment la spironolactone ou l'éplérénol ne sont pas efficaces, il faut ajouter un bêta-bloquant si ce n'est pas déjà ajouté parce que vous avez des profils de patients. Et si le contrôle n'est pas aux objectifs, si le patient présente une HTA résistante malgré cette quadrithérapie, la dénervation rénale, elle revient, mais elle doit être réalisée dans des centres experts et vraiment sur des staffs multidisciplinaires. Alors, pour illustrer tout cela, nous allons voir ensemble un cas clinique, donc un patient âgé de 54 ans. Il a une dyslipidémie sous statine, c'est quelqu'un de dynamique, il fait de l'activité physique, mais il présente des céphalées. Alors, il vient voir le cardiologue, il est bien, donc il a un IMC à 23 kg par mètre carré, mais à l'examen clinique, la pression artérielle, pression artérielle élevée, il est à 138,87 mm de mercure. L'auscultation cardiaque, elle est normale, et l'électrocardiogramme, il est tout à fait normal. Alors, mon patient, sur le plan biologique, il a un bilan plus ou moins correct. Son LDL, il est à 0,7 et je rappelle que le LDL doit être inférieur à 1 gramme chez un patient hypertendu seul. Diabétique hypertendu, il doit être inférieur à 0,7 grammes. Diabétique hypertendu, dyslipidémie, bon, s'il n'est pas déjà diagnostiqué, mais avec d'autres facteurs et maladie coronaire, vous devez être à 0,5 g par litre. Ça, c'est très important. Il faut baisser votre LDL en fonction des facteurs de risque cardiovasculaire. Il a une bonne fonction rénale, sa créatinine est à 10 mg par litre avec un débit de filtration correct. Alors, qu'est-ce que disent les recommandations? Vous avez vu qu'il a une pression artérielle élevée. Donc, ce qui est recommandé, c'est de calculer le score de risque cardiovasculaire. Alors, le score de risque cardiovasculaire de mon patient, il est à 12%. Donc, quand il est à 12%, je reviens sur le diagramme. Donc, mon patient, il est à plus de 10%. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut conseiller des mesures hygiéno-diététiques. Et si, après 3 mois, mon patient n'est pas aux objectifs, il faut envisager un traitement médical. Alors, et c'est le cas. Nous avons conseillé des mesures hygiéno-diététiques à notre patient, mais après, on était obligé d'introduire un traitement, particulièrement une monothérapie, et le choix était le condesartan, 8 mg par jour. Alors, voilà, donc le choix thérapeutique, c'était donc la monothérapie, parce qu'on est sur un patient à pression artérielle élevée. Et donc, pourquoi le choix du condesartan? Parce qu'il y a plusieurs études qui ont déterminé l'efficacité de cette molécule, parce que si on voit l'ensemble des ARA2, que ce soit le losartan, le valsartan, l'irbesartan ou le condesartan, il y a une méta-analyse qui a été publiée et qui a comparé ces différents ARA2 et qui a démontré que le condesartan, il a un effet antihypertenseur plus puissant par rapport aux autres ARA2. Et ça, c'était prouvé à travers cette méta-analyse. Ensuite, vous avez l'étude Chilitz. Alors, c'est une étude qui a évalué l'association condesartan hydrochlorothiazide chez les patients qui sont hypertendus diabétiques avec une microalbuminurie. Alors, sur un échantillon de plus de 4000 patients, diabétiques, hypertendus, mal contrôlés et compliqués, il y a cette efficacité thérapeutique du condesartan sur la baisse de la pression artérielle, quel que soit le grade, que ce soit une HTA légère, modérée ou sévère, c'est une baisse très importante jusqu'à 44 mm de mercure de réduction avec le traitement condesartan hydrochlorothiazide. Alors, toujours donc la même étude, vous avez l'efficacité sur la baisse des chiffres tensionnels, quel que soit aussi le profil
Donc, il y a une action sur l'hypertension artérielle, mais aussi le terrain qui est très important, notamment l'âge, le sexe et l'IMC. Et donc, on voit très bien que cette molécule, elle est très efficace, quel que soit le profil de vos patients. Un autre élément aussi important, comme vous avez vu parmi les critères d'inclusion de l'étude, c'est des patients qui ont de la microalbuminurie positive, mais après ce traitement en association condensartan hydrochlorothiazide, il y a eu une réduction nette de la microalbuminurie de 28%. Et ça, c'est un élément très important parce qu'on va assurer une organoprotection chez ces patients qui sont hypertendus et diabétiques et nous allons retarder l'installation de la maladie rénale chronique. Alors, il y a un élément très important, c'est le rapport valépique de cette molécule. Quand on voit le condensartan, que ce soit au dosage 8 mg ou le 16 mg, le rapport valépique, il est de 100%, c'est-à-dire que c'est une molécule qui couvre les 24 heures. Et ça, c'est un élément très important. Elle permet à votre patient de rester contrôlé. Alors, à côté de cette baisse et cette efficacité antihypertenseur de cette molécule, vous avez la protection cardiovasculaire. Et je rappelle, comme j'ai dit au début, l'HTA, c'est un facteur de risque majeur de survenue d'AVC et d'infarctus de myocarde. Et donc, le condensartan, il va assurer cette protection et ceci a été prouvé par différentes études, notamment l'étude CHARM, l'étude SCOPE et l'étude ACCESS. Alors, l'étude CHARM, elle a montré une réduction de 23% de mortalité cardiovasculaire. L'étude SCOPE, c'est beaucoup plus, donc l'AVC, une réduction de 42%. Et l'étude ACCESS, de 47% d'événements cardiovasculaires. Alors, pour l'étude CHARM, c'est une étude qui est un petit peu ancienne, mais elle a inclus plus de 2000 patients qui sont en insuffisance cardiaque, en dysfonction ventriculaire gauche à moins de 40%. Et c'est une étude qui a montré une réduction de 23% d'événements cardiovasculaires et de réhospitalisation chez ce profil de patient. Et ça prouve que cette molécule, elle permet une réduction de mortalité et une protection cardiovasculaire chez ce profil de patient. Et donc, c'est très important parce que nous, c'est notre objectif, c'est la cardioprotection. Alors, l'étude SCOOP, donc, qui s'est focalisée sur la survenue d'accidents vasculaires cérébrales, c'est une étude qui a été multicentrique, qui a regroupé plus de 4000 patients âgés entre 70 et 89 ans qui ont de l'HTA légère à modérée et qui ont été suivis sur une durée de plus de 3 ans. Et cette étude-là, elle a montré que le condensartan, il permet de réduire le risque de 24% de survenue d'AVC, toute cause, toute forme d'AVC. Une réduction de 28% de survenue d'AVC non fatale et la réduction de 11% d'événements cardiovasculaires majeurs. Et ça, c'est un point très important. Donc, le condensartan permet une réduction de survenue d'accidents vasculaires cérébraux. L'étude ACCESS, c'est une autre étude qui a aussi évalué le condensartan après un AVC et c'est une étude qui a montré une réduction de survenue de mortalité et de morbidité chez ce profil de patient après un événement vasculaire. Donc, à côté de cette protection cardiovasculaire, notamment la cardioprotection et la protection contre les AVC, vous avez la protection rénale. Et ça, c'est très important parce qu'un patient hypertendu diabétique, il risque de développer une maladie rénale. Et c'est là l'intérêt de cette molécule qui a montré qu'il y a une protection de complications de survenue de maladies rénales chroniques parce que l'étude CASE-J, elle a montré une réduction de 59% de survenue d'albuminurie chez des patients hypertendus diabétiques avec néphropathie, une réduction de 81% d'événements rénaux chez des patients insuffisants rénal chroniques stade avancé 4 et une réduction surtout d'événements cardiovasculaires de 55% chez des patients qui sont déjà en insuffisance rénale chronique stade 4. Et ça, c'est très important, donc, de protéger contre la maladie rénale chez des patients qui sont hypertendus, diabétiques, grâce au condensartan. Alors, qu'en est-il de notre patient? Notre patient, il va bien et il est aux objectifs sous condensartan 8 mg. On a atteint la cible, il est à 120 sur 70 mm de mercure. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de ces recommandations?
C'est d'abord la nouvelle entité, c'est la pression artérielle élevée qui est de 120-139 mm de mercure sur 70-89. La mesure en ambulatoire, elle est recommandée pour le diagnostic et le suivi. L'évaluation du risque cardiovasculaire, elle est recommandée chez les patients à pression artérielle élevée afin d'identifier le plan thérapeutique. Le mode de vie et le traitement médical sont recommandés chez tous les patients hypertendus, ainsi que ceux qui ont pression artérielle élevée avec risque cardiovasculaire élevé. Nouvelle recommandation de style de vie, c'est la supplémentation en potassium et l'apport en sucre qui est réduit. La dénervation rénale, elle revient comme recommandation envisageable chez les patients qui sont hypertendus, résistants, mais bien sûr dans des centres de référence. Une pression artérielle sous traitement hypotenseur, il est recommandé d'atteindre la cible. Donc ça, c'est l'objectif, c'est 120-129. Et si on n'est pas aux objectifs, il faut viser une pression artérielle aussi basse que raisonnablement possible. Je vous remercie. Merci, professeur Moïne, pour cette mise à jour de nos connaissances sur la prise en charge de l'hypertension artérielle. Une prise en charge qui ne cesse de se développer, d'être rectifiée suivant les nouvelles recommandations, notamment l'importance de la molécule que vous venez d'étaler, c'est la candesartan dans cette prise en charge. Donc, si vous voulez bien, on passe à la salle pour 2-3 questions. Docteur Mkhli. Salam alaikum. Merci, professeur, pour votre communication. Je viens de voir que dans les dernières recommandations, on est focalisé beaucoup plus dans l'objectif pour la pression systolique, alors que la définition englobe systolique et diastolique. Et dans le même cours, quel objectif on va prendre pour quelqu'un qui a juste une hypertension artérielle diastolique? Alors, merci beaucoup pour votre question. Effectivement, les recommandations, ils ont mis le point sur la systolique particulièrement. Donc, l'objectif 120-129 mm de mercure, sans parler de la diastolique. Mais il faut savoir que le risque cardiovasculaire, il est lié beaucoup plus à la systolique. Donc, il faut avoir peur de l'hypertension artérielle systolique. Donc, la diastolique, elle n'est pas à risque cardiovasculaire comme la systolique. Donc, déjà, il n'y a pas donc d'inquiétude à ce sujet-là. Mais il faut savoir que dans notre pratique, nous avons trouvé une efficacité particulière du candesartan sur la baisse de la pression artérielle diastolique. Personnellement, dans ma pratique, j'ai pas mal de patients qui ont ce profil, pression artérielle diastolique seule, que j'ai mis sur le candesartan et je vois une nette baisse significative de la pression artérielle diastolique. Mais sachez que la systolique, qui est la plus néfaste, la plus responsable d'événements cardiovasculaires, donc c'est pour cela que les recommandations, ils se sont focalisés sur la systolique et pas sur la diastolique. Merci. Merci, professeur Boyen, pour cette mise à jour. Alors, d'après les dernières recommandations, si on est devant un patient qui présente une pression artérielle élevée, on met, avec les facteurs de risque plus de 10%, on met les mesures hygiéno-diététiques pendant 3 mois, et s'il est toujours plus de 130, on met en place un traitement. Maintenant, s'il vous dit que déjà d'emblée, il fait de l'activité physique, il met un régime qui n'est pas trop salé, est-ce qu'on doit obligatoirement attendre 3 mois ou on met en place tout de suite un traitement? Merci. Alors, les recommandations, ils demandent des mesures hygiéno-diététiques d'abord et après 3 mois, on réévalue. Si le patient reste toujours à pression artérielle élevée, il faut traiter. Parce que l'objectif thérapeutique actuel, il est bien défini. Et cette nouvelle entité, elle est basée sur une étude danoise chez une population saine qui ont ce chiffre de pression artérielle élevée. Ils ont présenté au bout de 10 ans des événements cardiovasculaires. Donc, oui, on va donner la chance aux patients de mesures hygiéno-diététiques strictes, vraiment strictes, parce que vous avez vu l'activité physique, l'IMC doit être aux objectifs, la réduction de sel à 2 grammes, une alimentation équilibrée, réduction des excitants, ça c'est sûr, donc l'alcool, le thé, le café, donc il faut que le patient adhère de façon sérieuse
aux mesures hygiéno-diététiques et on réévalue. Si le patient est aux objectifs à moins de 120-129, on est tranquille, donc on va le surveiller de façon régulière. Mais si il continue à avoir cette pression artérielle élevée, on ne va pas attendre encore, on va le traiter. Dernière question, s'il vous plaît. Bonjour. Alors, pour nous, médecins généralistes, médecins de famille, c'est le traitement de l'hypertension, la bithérapie, thérapie. Mais la quadrithérapie, c'est l'apanage du cardiologue, l'ajout de l'aldostérone que le cardiologue a le droit de la donner. Ça, c'est ma question. Pour nos consoeurs qui voient beaucoup de femmes enceintes, normalement, la mesure se fait par l'appareil, c'est-à-dire à la main, pas par le brassard. Et chez les enfants, vu qu'ils voient beaucoup d'enfants, c'est la méthode consultatoire. C'est le stéthoscope avec le manomètre. Alors, ma question, vous avez parlé du bilan initial de l'hypertension artérielle, mais vous n'avez pas mentionné l'acide urique. L'acide urique est un facteur de gravité, de complications cardiovasculaires. S'il augmente le risque cardiovasculaire. Effectivement, il fait mais partie... ça n'a pas été mentionné, oui, les diapos. Oui, mais nous, en pratique courante, on le demande. D'accord. Donc ça, c'est le bilan standard recommandé par l'ESC, ce qui est écrit, mais nous, dans notre pratique, on le demande de façon systématique. Il fait partie du bilan de retentissement de l'hypertension artérielle. Et je reviens au brassard, donc il faut choisir un brassard adapté et fiable pour avoir une bonne mesure. Donc la mesure classique par le stéthoscope et le brassard manuel, elle est toujours valide. Un brassard électronique de marque validé, il est valide, mais le brassard à poignée, donc c'est un brassard qui reste toujours avec défaut. C'est les femmes? Chez qui? Les femmes enceintes. D'accord. Donc ça, c'est nouveau. Mais en principe, nous, on demande à nos patients de se doter de brassards serait mieux avec d'une marque qui doit être validée et fiable. Merci beaucoup, professeur, d'avoir continué. Merci. Je suis désolé, on a pas une très serré. Désolé.